Voilà. Dans un colloque sur la santé, je voulais revenir sur ce que disait le docteur Marianera. On oublie trop souvent que nos ministères et nos politiques de santé publique sont en fait des ministères des politiques de soins. Donc je pense qu'il est important, comme l'a dit le docteur Marianera, on va parler des conséquences sur le bien-être. Et je ne vais regarder qu'un élément. On parle souvent de l'accroissement des événements extrêmes. Et donc je vais vous donner un exemple sur lequel je me suis focalisé. Il se trouve qu'il est d'actualité. Quand j'ai préparé le diaporama, c'était au mois d'août. Malheureusement, j'avais trop prévu ce qui s'est passé quelques jours après et que vous avez vécu. Et mon approche, en tant que haut fonctionnaire d'État, c'est de dire nous nous sommes trompés. Et l'un des enjeux majeurs, c'est d'associer les populations à la prévention et même à la préparation et la gestion de crise. À la limite, vous savez tout ce que je vais vous dire. Dans le sud de la France, en 2014, on a l'impression qu'il y a eu un réveil des consciences puisque l'ensemble des départements du Sud a été touché avec 24 décès au cours des inondations de janvier à novembre. Mais on a en tête tout ce qu'il y a eu des catastrophes exceptionnelles. Certains ont en tête Vaison-la-Romaine, Nîmes en 1988 ou d'autres, le Var, Draguignan. En fait, on est dans quelque chose qui est en train de devenir récurrent. Je vous donne tout simplement la liste sur les 5 dernières années et donc j'ai ajouté Alpes-Maritimes depuis le mois d'août avec une vingtaine de décès supplémentaires. Je n'évoque pas les conséquences économiques, puisqu'à chaque fois, c'est en centaines de millions d'euros. Je me rappelle qu'en janvier 2014, le président d'AXA avait fait un article dans Les Échos pour dire « À l'allure où nous allons dans le monde avec les catastrophes naturelles », il avait en tête, bien sûr, les tsunamis, etc. « Je ne sais pas si le système d'assurance sera capable d'assumer. » Président d'AXA. Ce n'est pas du tout un discours d'un écolo excité. Dans le sud de la France, donc, mais pourquoi ces décès? Eh bien, c'est ça qui est ahurissant. C'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui a été réveillé dans son sommeil parce que sa maison s'effondrait. Vous l'avez vu encore plus. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai écrit ça au mois d'août. Mais au mois d'octobre, vous avez vu ces gens qui descendaient du 2e étage pour aller sauver leur voiture et qui y mouraient. Tous les décès sont des décès liés à des comportements. On traverse un pont pour aller chercher la voiture garée en face. Le pire que j'ai vécu, et j'ai été amené à faire le diagnostic, et en intervenant, c'est un père de famille avec son épouse et ses 2 enfants qui revenaient d'un repas de famille, qui arrivent de nuit, sous la pluie, sur un pont submersible, et il y a un 4x4 en face qui fait demi-tour, qui fait des appels de phare, qui lui fait des grands gestes. Il est quand même passé. Il est le seul survivant. Je n'aimerais pas être à sa place. Donc il y a un enjeu de culture de risque qui est majeur, et il y a donc un enjeu majeur de mobiliser les gens. Alors pourquoi ces comportements? La première des choses, il faut savoir que le midi de la France, cette zone littorale dont on va parler, est une zone extrêmement attractive. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas du pays, que ce soit des retraités, des vacanciers, des gens qui viennent de s'implanter, ou tout simplement, on a beaucoup ça en les Pyrénées-Orientales ou dans l'autre, tout simplement, des gens en précarité qui viennent trouver dans ces zones-là une misère qui au soleil serait moins difficile. Je vous rappelle quelques éléments de base sur ce qu'est un risque. Et je crois que le plus simple, c'est de revenir à la controverse entre Voltaire et Rousseau à la suite du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Voltaire dit « Ah, c'est affreux la Providence ». Et Rousseau lui dit « Mais vous êtes vraiment à côté de la Pâque, mon cher. Ce sont les hommes qui ont entassé des gens dans des immeubles qui n'ont pas résisté. » Vous avez ici la définition toute simple d'un risque majeur. Vous avez l'aléa et la vulnérabilité. Et c'est cette conjonction qui fait le risque.
Et donc on voit tout de suite sur quoi il va falloir travailler. La connaissance de l'aléa, évidemment, la prévision de cet aléa, mais aussi un des enjeux majeurs, c'est la maîtrise de la vulnérabilité. Là, je vous ai mis un petit village, mais le petit village, aujourd'hui, à Nice, c'est 1,5 million d'habitants. À Cannes, ce sont des centaines de milliers d'habitants. C'est ça, la vulnérabilité. Haroun Tazieff nous disait donc que le risque majeur, c'est bien justement cette menace dont la gravité est telle que la société se trouve dépassée. Et c'est un peu le sentiment qu'on a à chaque catastrophe naturelle, c'est qu'on est dépassé. Alors comment ne pas être dépassé? Donc c'est un peu tous les enjeux que je voudrais évoquer. Je vais les évoquer de manière, comment dirais-je, magistrale, de hauts fonctionnaires, et on terminera en disant comment on fait pour que la population, elle, fasse toutes ces étapes. Connaître l'aléa, donc il pleut. Réduire la vulnérabilité, c'est se protéger. Vous savez, s'il pleut, je prends un parapluie. L'éviter de s'aggraver, je vais éviter de sortir sous la pluie. Tout ça sont des évidences, mais vous allez voir que si on en arrive aux difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas appliqué ces évidences. Et l'un des enjeux, c'est bien de coordonner l'ensemble de ces éléments entre ceux qui travaillent à cette prévention, cette planification et la préparation de la gestion de crise. Et mon propos, je suis têtu, c'est d'associer, de responsabiliser les habitants. Un petit point technique quand même, qui est une évidence qui malheureusement n'est pas appliquée suffisamment aujourd'hui, c'est que si on parle de l'aléa, il faut parler de l'ensemble de cet aléa, de ce qu'on appelle un bassin de risque, le bassin d'avalanche, le bassin d'inondation, le bassin hydrographique, le massif forestier qui va brûler. Je vous dis ça rapidement parce que malheureusement, cette évidence n'est pas prise en compte. On s'arrête à la limite de la commune, à la limite du département pour faire nos politiques, parce qu'on fait des politiques en fonction de ce qu'on sait faire et non pas en fonction des besoins. Alors, je reviens aux inondations en Méditerranée et vous verrez le lien avec le climate change, avec le changement climatique. Ce sont des précipitations relativement brutales, avec des orages qui se bloquent et qui restent au même endroit, et on obtient des pluies d'au moins 400 mm, voire 600 mm en quelques heures. Je vous rappelle que la moyenne des précipitations sur la France, c'est 800 mm sur l'année. Donc vous voyez l'importance de ce qui tombe à un endroit donné. C'est ça, cette spécificité des précipitations, des pluies en Méditerranée. On voit bien la spécificité puisque vous avez ici la carte de France qui repère les pluies intenses depuis une cinquantaine d'années, et on voit que c'est effectivement dans toute cette zone au sud du Massif central et au sud des Alpes et en Corse qu'on trouve. Donc il y a une spécificité méditerranéenne. On a deuxièmement un autre élément, c'est que comme la montagne est tout près de la mer, on a des rivières et des fleuves extrêmement courts, et donc quand la pluie tombe, très très vite, ils se remplissent très vite sans qu'on puisse prévoir. Et on a un phénomène qu'on n'a pas ailleurs, et que par conséquent nos lois en France n'ont absolument pas prévu, c'est que tout ça, ça se traduit par de l'eau, et c'est pour ça que je vous ai passé les images. C'est pas de l'eau qui monte, comme sur la Seine ou sur le Rhône. Sur le Rhône, on a le temps en 8 jours de voir monter l'eau. Alors effectivement, ça peut être catastrophique en termes de conséquences économiques, mais enfin, en 8 jours, on a le temps de s'en aller. Là, ce n'est pas 8 jours, c'est un quart d'heure. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu, à un moment donné, on commençait par garder une voiture, elle avait les roues mouillées. On tourne, on revient, elle était déjà le capot complètement couvert. Ça, c'est une spécificité méditerranéenne. Quand je dis méditerranéenne, les photos que je vous montre sont des photos de Bab el-Oued à Alger en 2001. On a quelque chose de particulier qui n'est absolument pas pris en compte par nos textes et nos modes d'intervention. Et les prévisions ne peuvent être que générales. Météo France va vous dire sur le département, il faut se mettre en vigilance orange. Oui, mais vous allez avoir des zones, c'est ce qui est arrivé l'an dernier à Montpellier, où il ne se passe rien dans la même ville. Et puis, 3 kilomètres plus loin, là, il y a 3 morts, parce que vous avez des inondations extrêmement importantes. Donc, ça n'est pas prévisible. Alors, comment ça marche ? C'est un moteur, ce n'est pas un moteur diesel, c'est un moteur à eau. La mer Méditerranée est chaude, elle fait monter de l'air chaud, la montagne est tout près,
et de la montagne arrive de l'air froid, et ce moment où ils se rencontrent, eh ben, ça fait de l'eau. Il pleut, et ça reste bloqué à cet endroit-là. Vous avez entendu mer chaude, on va y revenir. Voilà, on le voit mieux sur une grande cartographie générale. Vous avez ici l'air chaud qui monte, et vous avez l'air froid qui arrive de l'Atlantique, qui passe sur le Massif central ou sur les Alpes, et qui vient bloquer. Ben, vous avez compris comment marche ce moteur. Alors bien sûr qu'il y a longtemps qu'on connaît le système, mais les spécialistes du climat vous l'ont montré tout à l'heure, la Méditerranée est considérée comme un hotspot, c'est-à-dire que c'est l'un des endroits où la chaleur va augmenter le plus. Et donc la température de l'eau va augmenter. C'est ce qui explique d'ailleurs, toute la littérature vous dira que ces épisodes dits cévenols ont lieu en automne ou au printemps. Ben non, maintenant c'est tout le temps, parce que la température de l'eau elle a augmenté, et c'est pour ça qu'on a eu en janvier 2014 des inondations avec plusieurs morts dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. C'est tout le temps. Voilà en quoi le changement climatique nous oblige à revoir l'aléa que sont les précipitations en Méditerranée. Alors je reviens sur mon bassin de risque. Il y a un seul endroit en France où aujourd'hui on a tenu compte de cela, c'est dans l'Aude. Il y a eu en 1999 une trentaine de morts. À ce moment-là, les gens se sont posé des questions. Et dans ce département, effectivement, les communes se sont regroupées avec le département dans des syndicats pour traiter la prévention des inondations. C'est le seul endroit aujourd'hui où il y a cette vision qui heureusement a été comprise par le législateur, qui aujourd'hui, par une loi, elle est vieille cette loi, le 27 janvier 2014, on a introduit en France ce qu'on appelle la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, avec l'obligation de s'organiser par bassin d'inondation et effectivement de prendre en compte et de réagir. Je ne vous ferai pas des grands discours sur les centaines de millions de travaux de digues à faire. Vous avez compris que puisque l'eau ne monte pas, ce n'est pas des digues qui vont vous protéger. Il y a plein de choses à faire, et notamment, on va y revenir, mais j'évoque quand même un petit sujet qu'on oublie souvent, c'est ce travail quotidien qui peut éviter la catastrophe, tout simplement l'entretien de ces cours d'eau, parce que si on laisse y mettre, comme je l'ai vu dans le Var, des déchets, des gravats, qu'on laisse pousser les arbres, et bien quand l'inondation arrive, tout ça, ça vient s'entasser sur des ponts, puis ça fait exploser le pont, et vous vous retrouvez, comme à Malou-les-Bains l'an dernier, avec une vague de 5 mètres de haut. Face à une vague de 5 mètres de haut, si vous êtes au milieu, vous ne vous en sortez pas. Alors, en France, comme je vous l'ai indiqué, et c'est un haut fonctionnaire qui vous le dit, on a une approche totalement descendante. C'est l'État, dans sa grande sagesse, qui va vous dire que vous avez un risque à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle les plans de prévention des risques. Vous, la commune, vous vous occupez d'urbaniser, c'est-à-dire vous urbanisez, et on se retrouve avec un conflit continuel en France entre l'État qui dit « il ne faut pas construire là » et bien entendu la commune qui dit « ben si, parce que c'est mon développement ». Complètement en cul-de-sac, c'est la non-appropriation par essence de l'enjeu risque. L'Europe a lancé une réflexion sur ce qu'on appelle un programme de gestion intégrée du risque. Sur les Alpes, avec tous les problèmes de risque qu'ils ont, les avalanches, les crues torrentielles, etc. Et notamment, ça a été expérimenté en Provence à la Côte d'Azur, où autour de la table, on met des représentants d'habitants. Donc j'étais très heureux d'entendre la présentation sur ce qui s'est fait au Brésil, au Kenya ou ailleurs. Les représentants des habitants, les élus, les représentants des secours, les services de l'État, et tous ensemble, ils cartographient, exactement la démonstration que j'ai vue ce matin, ils vont cartographier ensemble, dire ben oui, là on est bien d'accord, on l'a vécu, c'est comme ça que ça se passe, et on va en déduire tous ensemble comment on va développer la ville, comment on va mettre en place les secours, etc. On en a tiré au niveau européen une directive, la directive cadre européenne inondation, qui demande aux pays de prendre le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire de repérer les territoires vulnérables, ce qu'on appelle les territoires à risque inondation, et à partir de là, qu'avec les collectivités et les populations, on se donne des stratégies locales, qu'on définisse la stratégie contre ce risque inondation. Il faut savoir que ces territoires n'ont été définis qu'en 2014
et que les stratégies doivent être définies qu'en 2017-2018. On est sur du ongoing complètement. On a enfin compris qu'il fallait associer les acteurs locaux à la définition de leurs objectifs. En France, heureusement, le ministère de l'écologie et le ministère du logement se sont mis d'accord pour réfléchir à une démarche qui s'appelle Atelier territoire et risque. Et il y a un territoire dans le Var qui s'est porté candidat et on est en train de réfléchir comment mêler développement urbain et risque et non pas développement urbain d'un côté, risque de l'autre. Les tuyaux d'orgue, l'un des problèmes majeurs, là on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a les gens qui s'occupent de la santé, c'est-à-dire des soins, puis ceux qui doivent s'occuper de la prévention, les tuyaux d'orgue, on les rejoint, on les trouve aussi en France, notamment dans ce domaine-là. Alors, en crise, c'est le ministère de l'Intérieur, le préfet et le maire avec ses pouvoirs de police qui organisent les secours et la gestion de la crise. Dans le domaine de la prévention, ce n'est pas le même ministère. C'est le ministère de l'écologie, avec la Direction générale de prévention des risques, le préfet toujours, mais ce n'est pas les mêmes services. Et puis, ce sont ces fameux syndicats de rivière dont je vous ai parlé, qui sont nés et qui sont encore de naissance. Et dans le domaine de l'urbanisme, alors là, le ministère de l'urbanisme, il fait que le code. Le vrai sujet, ce sont les communes et les intercommunalités. Donc on a vraiment 3 tuyaux complètement séparés. Et donc l'un des enjeux majeurs, vous le comprenez, c'est d'arriver à faire travailler tout ce monde ensemble. Et les citoyens là-dedans. La première des choses, c'est qu'il faut quand même les aider à savoir ce qui s'est passé, alors les aider à avoir de la mémoire. Un truc très très simple, c'est tout simplement mettre des repères qui permettent de dire, voilà, l'eau elle est montée jusque-là. Donc vous avez ici le maire de Tarascon qui me montrait, parce que ça fait des années qu'ils en ont, et effectivement ils ont marqué toutes les inondations. Sinon vous avez à droite un exemple de ce qu'on appelle un repère de crue. C'est la base, mais ça n'est pas suffisant. Organisons des réunions publiques régulièrement pour tenir au courant les populations de ce qui s'est passé, les écouter. Il faut faire de l'éducation au risque, et ce n'est pas simplement à l'école, c'est effectivement avec les populations elles-mêmes, avec, j'y reviendrai, les leaders sociaux. Faire des exercices en grandeur réelle, ce qui permet de constater réellement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui évitera ce qui s'est passé à Montpellier l'année dernière, non, au mois de septembre, m'a dit le préfet. Au mois de septembre, dans cette inondation où il y a eu notamment 4 morts, dont 2 personnes âgées dans une voiture qui a été emportée dans la rivière, ils n'étaient pas dans la rivière, hein. L'eau était dans les rues, la voiture a été soulevée et dans les rivières. Eh bien, à ce moment-là, au plus fort des inondations, les chefs d'établissement scolaires téléphonaient aux parents pour leur dire de venir en voiture chercher leurs enfants. Je vous laisse juger de l'intelligence de ce geste. Donc, faire des exercices, utiliser tous les moyens d'information, et il existe un dispositif qui sont les informations obligatoires qu'on devrait plus utiliser. Alors, les citoyens, je vais vous donner un exemple où ça a marché. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas ? J'ai été amené à gérer en 2003 les immenses incendies de forêt en France. On a pris 2 grandes décisions à l'époque. La première, c'est les services du ministère de l'Intérieur et les pompiers, la sécurité civile. C'est ce qu'on appelle l'intervention dès le feu naissant. On met le paquet, on envoie les canadaires dès qu'on a une fumée. L'idée, c'est que c'est tellement plus facile d'éteindre un incendie au début que d'attendre quand vous avez 500 hectares. Ça a été un facteur. Mais le deuxième facteur, c'est celui que je vous montre. Vous avez actuellement, dans le département du Var, 5000 bénévoles dans les comités communaux feux de forêt qui, dès le mois de mai, commencent à sillonner les massifs forestiers, disent aux gens qui se promènent de ne pas s'y promener là, ont un minimum d'eau pour surveiller, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens qui connaissent le terrain, qui ont mis en place tout un système de prévention et qui en parlent autour d'eux, qui effectivement disent autour d'eux, lâcher un mégot quand il fait chaud le 15 août dans le Var, c'est de la folie pure. Cette mobilisation a marché. Ils alertent, ils peuvent intervenir, ils informent, ils sensibilisent. Les comités communaux feux de forêt, ça marche. D'où ma simple question, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des comités communaux inondations ? Alors j'ai vu un cas, c'est une commune dans le Gard, Fourques,
qu'il y a eu beaucoup d'inondations, qu'il a mis en place. Imaginez si on avait eu 5000 bénévoles pour surveiller les inondations dans le Var. Je vous ai dit, on ne peut pas prévoir, mais quand il pleut, il suffit de sortir, de regarder, de prévenir, de se téléphoner, d'alerter et de former autour de soi. Il faut s'appuyer, et j'emploie ce mot de local community, ce que j'ai entendu, sur les communautés locales. Ça peut être la copropriété, ça peut être des leaders sociaux locaux, etc. Utilisons la mémoire des habitants. Les gens qui habitent, ils savent, ne serait-ce que par la toponymie. Regardez, je vous ai donné quelques exemples de toponymie. La Faute-sur-Mer, j'en parle même pas. Tout le monde sait quelle faute c'est. Mais quand vous avez un bled ou un quartier qui s'appelle Lacombe, le quartier des Palus, c'est-à-dire des marécages, etc., comme à la Londe-les-Morts, on le sait. Regardez cette habitation comme elle est intelligemment faite. Nos anciens n'étaient pas si idiots. Ils habitent à l'étage dans cette zone qui est inondée régulièrement. Les villages sont perchés. Donc, essayons de comprendre comment les populations qui habitaient là s'étaient adaptées au risque. Je vais plus loin, parce que je l'ai vécu. Je me rappelle une discussion avec un préfet en lui disant « Mais pourquoi vous n'utilisez pas les réseaux sociaux ?» Tous les gens les utilisent. « Ah bah oui, a-t-il dit, et ils ont, le préfet du Var en 2014 et la préfète des Pyrénées-Orientales en janvier 2015 ont mis en place un compte Twitter et Facebook. Mais ce n'est pas ça que je voulais leur dire. Il ne s'agit pas de diffuser les messages de l'État. C'est bien, c'est utile. Mais dans un contexte où les gens ne les écoutent pas, ce n'est pas le sujet. Mais c'est de mobiliser les réseaux sociaux pour que ça remonte. Si on ne l'organise pas, il nous arrive ce qui est arrivé en novembre 2011 à Draguignan dans le Var, où les gens voyant pleuvoir, comme l'année d'avant il y avait eu 30 morts, et bien ils ont pris peur. Et les réseaux sociaux ont dit « Ah, il y a des morts, c'est la panique, etc. » Et effectivement, plus fort des inondations, tout le monde sortait de chez soi, à pied, en voiture, et ça a été la panique. Il faut organiser les réseaux sociaux, essayer de travailler à avoir des gens qui sont sur le terrain, qui sont formés, qui vont remonter des images, qui vont remonter des informations. Comme il y a 40 ou 50 ans, on savait que les radioamateurs étaient les premiers à alerter correctement sur un séisme. Organisons ça. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est un fonctionnaire de la préfecture de zone de défense et de sécurité de PACA qui, à titre personnel, a créé une association qui s'appelle Visov, qui organise aujourd'hui de la remontée d'informations. Heureusement qu'il y a cette initiative citoyenne, mais il s'est mis en congé de son poste dans ce domaine. Pourquoi c'est fondamental, tout ce que je vous raconte sur la culture du risque? J'ai vécu quelque chose qui m'a marqué en 2002, puisque j'ai eu à gérer, au même moment, un cyclone à La Réunion et des inondations dans le Gard en septembre 2002. Les deux se sont traduits par environ 700 millions d'euros de dégâts dans les deux cas. Sauf qu'à La Réunion, j'ai eu 0 mort, dans le Gard, j'en ai eu 26. Pourquoi ? Parce qu'à La Réunion, on est habitué, on sait que quand le cyclone arrive, les enfants restent à l'école, qu'ils ont d'ailleurs participé à mettre des planches en bois sur les fenêtres, qu'il y a des rations leur permettant de se nourrir et de rester en attendant que ça passe, alors que dans le Gard, il y a une maman qui était au 2e étage avec ses enfants, qui a dit aux enfants « Je vais voir ce qui se passe » au moment où la digue a lâché. C'est ça qui me paraît fondamental, c'est ça la notion de culture du risque. Ce n'est pas qu'un discours, donc l'appropriation par les populations est bien un enjeu majeur. En France, nous avons l'outil. Pourquoi ne l'utilise-t-on pas? La loi de sécurité civile de 2004 a mis en place ce qu'on appelle les réserves communales citoyennes qui peuvent être mobilisées, même à un niveau intercommunal, voire de ces bassins de risque dont je vous ai parlé. Pourquoi ne les mobilise-t-on pas? En conclusion, et vous voyez que je suis loin, effectivement, des maladies émergentes avec mes excuses et des grands discours que j'admire de Dr Nehra qui nous oblige à travailler au niveau de la COP21 et qui nous donne des grands objectifs. Moi, je vous dis de manière très simple, on achète un parapluie quand il ne pleut pas. Donc c'est la prévention et de la planification. On regarde la météo pour voir s'il va pleuvoir, s'il faut prendre son parapluie. C'est se préparer à la crise. Et quand je dis « on », c'est nous. Et quand je dis « nous », c'est les citoyens, ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics. Pour apprendre le risque, et je suis bien d'accord, c'est ça l'adaptation. Apprendre à vivre avec.
et pas avoir peur en se disant, en étant tétanisé, en attendant qu'une conférence internationale où l'État ou le maire décide à votre place. Il est important de donner des moyens aux citoyens pour se mobiliser. Merci de votre attention à ce que je vous ai dit. Anne Lasman-Trappier de France Nature Environnement. Tout ce que vous dites, c'est de bon sens, c'est des choses à mettre en place. Mais en attendant, on est en train d'aggraver les choses en France avec la loi Allure. On permet à tout le monde de construire n'importe où. Les promoteurs l'ont très très vite compris. Et le littoral, les vallées de montagne sont en train de se blinder de construction. L'accroissement de la vulnérabilité est un des enjeux majeurs. Et d'ailleurs, il y a un débat au sein de l'institution où je suis, qui est entre ceux qui disent il n'y a pas de changement climatique, c'est que de la vulnérabilité, et d'autres qui disent c'est pas de la vulnérabilité, c'est que du changement climatique. Mais je suis d'accord avec vous et je ne me permettrai pas, en tant que haut fonctionnaire, à faire des remarques sur les projets de loi ou les lois qui viennent de sortir. Je vous dis celles qui sont bonnes. Oui, Isabelle Roussel de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. J'aurais 2 remarques à vous soumettre. La première, c'est que, après avoir étudié particulièrement l'événement de Nice assez récent, en fait, le facteur aggravant, ça a été les pluies continuelles qui sont arrivées avant l'événement, et donc les sols étaient déjà complètement imperméabilisés et tout a ruisselé. Donc c'est quelquefois difficile d'apprécier l'impact d'un environnement uniquement sur quelques heures. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, qui est plus générale, comment expliquez-vous que cette culture du risque qui intègre bien les facteurs de vulnérabilité et les paramètres sociaux avec les aléas climatiques ait été si longue à être intégrée dans tout le processus onusien du changement climatique, qui est resté très longtemps une vision techniciste, vue d'en haut, sur des modèles à très large échelle, sans alerter suffisamment sur les paramètres de l'adaptation, en dehors du conflit quelquefois très idéologisé sur la part anthropique de l'aléa, mais en tout cas sur l'adaptation, il y avait tout de même une forte responsabilité humaine sur laquelle on a mis beaucoup de temps à statuer et à intégrer dans tout le processus du changement climatique. The second part, la deuxième partie de la question sur ce qui se passe à l'ONU, I don't know. Je ne suis pas au niveau international et je ne peux pas vous répondre sur les incapacités du machin. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même, de fait, une mobilisation progressive au niveau international, et vous avez eu la chance tout à l'heure d'entendre un des merveilleux représentants d'une organisation internationale qui fait un énorme travail, l'OMS. Je reviens à la première question. Vous avez raison. En janvier 2014, ce qui s'est passé à Nice, c'est directement lié effectivement au fait que pendant 4 mois, il y avait eu des pluies qui avaient peu à peu fait gonfler le sol. Je ne suis pas entré aussi dans des éléments techniques des conséquences. Par exemple, en février 2014, 2 enfants sont morts dans une maison au-dessus de Nice parce qu'il y a un rocher qui s'est détaché. C'était directement lié. Mais ça me permet de dire une chose. Il n'existe pas en France de fichier des accidents des victimes de catastrophes naturelles. La première analyse a eu lieu en 2013 par un étudiant de l'Université de Montpellier qui a travaillé dans les archives de la presse, n'a jamais pu accéder aux fichiers gendarmerie, a été recherché dans les fichiers des hôpitaux pour essayer de recenser 300 à 400 victimes et savoir qu'est-ce qui s'était passé. La première des recommandations, et m'a-t-on dit au ministère, on va enfin mettre en place un fichier des accidents pour pouvoir effectivement analyser les circonstances telles que vous l'avez indiqué. C'est quand même la base, non? On est en 2015. Allez, bon courage dans les ateliers. Bonne journée.
Une remarque, si je peux me permettre, Charlotte Marchandise, Ville Santé OMS. Non, vous ne parlez pas du tout des co-bénéfices et des effets secondaires autres de donner ce pouvoir à la population. Pour donner un exemple, à Grenoble, à travers les ateliers santé-ville, ils vont faire les gestes qui sauvent, etc. Puis il y a un risque industriel, donc ils disent aux gens, ben, s'il y a un problème avec l'usine, prenez votre vélo, montez. Et il y a des gens qui se sont dit, mais attends, moi je ne vais pas faire de vélo, je vais apprendre à faire du vélo pour pouvoir m'échapper de la ville. Et je trouve que là, on tombe sur des choses qui sont intéressantes, qui sont au plus près, et on ne parle pas que du risque. Alors, vous me titillez là, vous me faites plaisir. Quand j'écoutais l'intervention sur le Brésil ce matin, je me disais, mais tu as vécu deux choses similaires. L'ingénieur routier que j'étais a essayé de réparer les conneries qu'on lui avait apprises. Il y a une autoroute à la sortie de Lyon en direction de l'Est lyonnais, l'autoroute A43, qui traverse Bron, où vous avez évidemment des HLM, ce n'est pas des villas. Hein. Et à l'époque, on a fait des murs anti-bruit, je me suis battu pour qu'ils fassent 5 mètres de haut. Mais ça a permis de dégager des espaces derrière, et dans ces pieds d'immeubles où vous aviez des BMW qui brûlaient, vous avez des dealers, etc., on a recréé des jardins, et c'est les grands-parents qui promènent les enfants, c'est les mamans qui viennent à la sortie de l'école. On a complètement permis à la population de se réapproprier, parce qu'on avait discuté avec eux, et je remonte là-dessus. Au départ, notre idée, c'était d'isoler l'ensemble des fenêtres des immeubles côté de la voie. Et c'est en discutant avec eux qu'on a appris que ce n'était pas ça leur sujet. Leur sujet, c'était la sécurité, le bruit en bas, le machin, etc. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Deuxième petite histoire, et puis j'arrête parce que Franceline me regarde, vu l'horaire. La deuxième petite histoire, c'est ce qui s'est passé par la ville de Montpellier. La ville de Montpellier, pareil. Elle avait un ensemble HLM typique, des bars, bien faites, intelligentes, là, super. Et puis au milieu des parkings. Et c'était super parce que c'était la fête régulièrement, les feux de bagnole, le deal, etc. Et la mairie de Montpellier, direction des paysages, a eu cette idée avec les habitants de supprimer le parking et d'y mettre des jardins partagés. Alors non seulement ils ont déterminé ensemble comment ça allait être géré, c'est la communauté qui a déterminé la façon de gérer, etc. Bien entendu, ils sont bio. On leur a permis tout un travail sur ce que ça veut dire le circuit court, le bio, le machin, mais surtout, encore une fois, pendant qu'ils sont en train de biner, eh ben, ils ne dealent pas. Et il n'y a plus de bagnoles qui crament. Allez, 2 petites histoires, mais c'est fini. Hein. Allez, terminé. Bonne journée.